si on prend par exemple le problème, quand même il y a quelque chose de dramatique quand on passe de l'été à l'hiver. L'automne, c'est quand même un moment dramatique. C'est un moment où la lumière baisse, par exemple. La lumière baisse. Et quand la lumière baisse, ben, il faut le remplacer par autre chose. Donc, si vous voulez, c'est des moments où il y a un commencement de pénurie, quelque chose. Il y a des choses qui manquent. Qui d'ailleurs fait problème, parce que justement, le Sagittaire, c'est un signe, on dit souvent, c'est un signe d'abondance. Ben, on ne peut pas dire que l'automne soit une saison d'abondance. Hein. Vous voyez, par exemple, ça c'est en passant. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça qui ne collent pas forcément très très bien au niveau de la symbolique. Ah, de même, comment? Parce que moi c'était plutôt la spiritualité de Sagittaire, parce qu'il n'y a plus rien au niveau terrestre, justement, ça lui permet d'aller voir autre chose, justement, de s'intéresser à autre chose que la terre. Parce que là, si on parle des saisons, on parle aussi de la récolte du fruit de la terre, donc de cultiver la terre au départ, au printemps, au bélier, où on plante la graine, où la graine commence à germer, en taureau, elle commence à faire des racines sous terre, en gémeaux, voilà. Et quand on arrive à la moisson et à la putréfaction avec le scorpion, moisson avec la Vierge, Vierge, putréfaction avec le scorpion, Sagittaire, il n'y a plus rien. Oui. Justement, c'est ça. C'est pour ça que je dis que le côté, vous gardez le côté spirituel de Sagittaire, mais par contre, le côté jupitérien, c'est pas évident. Voyez-vous, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on s'aperçoit d'ailleurs que, premièrement, que les signes, souvent, c'est un agglomérat de choses diverses qu'on essaie de présenter comme quelque chose de complètement cohérent. En réalité, c'est un peu de Jupiter, c'est un peu de signe mutable, c'est un peu de maison neuve, c'est un peu de ceci, etc. Et puis, on traduit ça, et c'est ça tout l'art de gens comme Louis Massuire. On essaie de montrer que tout ça, c'est très cohérent, que c'est très vivant, qu'on retrouve ça. Mais en réalité, quand on regarde bien, c'est composé de tout un ensemble de facteurs, de critères divers. Alors, on prend un peu de maison neuve, un peu de signe de feu, un peu de Jupiter, un peu d'automne, et puis on invite tout ça pour faire je ne sais pas quoi exactement. Donc quand on y regarde, quand on voit comment on fabrique ces choses-là, on est assez stupéfié. Hein. Et ce qui est étonnant, c'est d'arriver à des gens qui trouvent autant les archétypes planétaires sont relativement cohérents, mais les archétypes zodiacaux, c'est quand même un ensemble de choses qui sont des classifications qui sont un peu prises à la gauche et à droite, dont on ne sait jamais d'ailleurs très bien à quoi ça ressemble. Mais ce que je voudrais dire, c'est pas tellement ça. Ce que je voudrais dire, c'est que il y a le feu, par exemple, la technique est beaucoup plus importante en hiver qu'en été, par exemple. Et de même qu'elle est beaucoup plus importante la nuit que le jour. La technique, c'est que, par exemple, quand il fait froid, on se chauffe, par exemple. Donc on a beaucoup plus de problèmes, on a beaucoup plus besoin de radiateurs en hiver qu'en été. On a plus besoin de lumière en hiver qu'en été, au niveau de lumière artificielle. Donc le Sagittaire, les signes d'hiver, par exemple, voyez-vous, vous proposez de vérifier ça. Moi je dirais, faisons ça autrement. Alors, voyons, classons les gens, alors voyons si les gens qui sont marqués par les signes d'automne et d'hiver sont plutôt des gens qui attachent beaucoup d'importance à la technique, c'est-à-dire à tout un ensemble de gadgets, d'instruments, d'outils, de machines, etc. Ou au contraire des gens qui sont plutôt attirés vers la nature, les choses simples, qui ont une espèce d'hostilité par rapport à tout ce qui est un petit peu artificiel, un petit peu fabriqué, un petit peu prothèse, etc. Et à ce moment-là, effectivement, on pourrait dire, voilà, ça marche pas. Voyez-vous, au niveau statistique, avant de commencer à étudier chaque signe un par un, il faut passer déjà dans le général. C'est toujours le même problème. Avant de passer au 12, il faut passer au 4. Avant de passer au 4, il faut passer au 2, etc. Et après, de fil en aiguille, on peut éventuellement diversifier et subdiviser. Donc il faut déjà s'assurer que, globalement, par exemple, moi, je ne sais pas, moi je prendrais par exemple 200 Sagittaires, mais pour ne prendre que le Sagittaire, et je verrai si ils ont, par rapport à ces questions que je viens d'aborder, du passage du plan des scènes en extérieur aux scènes en intérieur, des choses naturelles aux choses artificielles, des choses naturelles aux choses culturelles, si effectivement ils ont un instinct qui les amène dans un sens ou dans l'autre. Et si effectivement je m'aperçois que ça ne marche pas, j'en tirerai des conclusions. Je dirais, ce système ne marche pas. Donc, par exemple vous, mais enfin, ça ne m'intéresse pas de prendre des cas particuliers, mais vous, par exemple, le Sagittaire,
vous êtes plutôt... bon, là, par exemple, vous êtes dans un appartement qui est quand même assez sagittarien, au sens automnal, c'est-à-dire c'est un lieu pour vivre, même quand on est... on n'est pas en train de camper ici, je veux dire. C'est un lieu. Il y a un confort jupitérien. Voilà. Non mais là, non mais d'ailleurs ça fait penser aux scènes du Verseau, c'est-à-dire que c'est un lieu où c'est agréable. Il est d'autant plus agréable en hiver qu'en été à la nuit cet endroit, à la nuit. Hein, c'est-à-dire que c'est un endroit qui est bien fait pour l'hiver. Il y a deux Verseaux et Sagittaire qui vivent. Voilà. Donc Verseau et Sagittaire, c'est bien deux signes qui sont faits pour animer, pour vivre cette période-là, qui est une période un petit peu, je dirais, de trucage. Hein, c'est l'artifice, c'est la fausse lumière, c'est la lumière artificielle, c'est tout un ensemble, même au niveau des aliments. Alors j'aimerais bien vous interroger aussi au niveau des aliments. Est-ce que vous avez une alimentation sagittarienne ou au contraire une alimentation cancérienne? C'est comme ça que moi je travaille, vous, par exemple. Est-ce que vous mangez des choses très naturelles, par exemple des viandes fraîches, des fruits et légumes, ou est-ce que vous êtes plutôt attiré par la charcuterie, par les biscuits, par les gâteaux, par le pain, enfin, je sais pas, le régime alimentaire, mais votre conjoint aussi, intéressant aussi de voir ça. C'est comme ça qu'à mon avis, j'essaierai de valider ou d'invalider, d'ailleurs, quelque chose. Et quelles sont vos habitudes alimentaires, par exemple, dans cette maison? Et chez votre fils aussi déjà la cuisine en particulier, important de cuisiner le plus naturel possible tout en ayant une vie moderne, donc avec des nécessités à certains moments d'avoir des plats un petit peu préparés à l'avance. Et avec un homme Verseau très branché technologie, il m'a fait découvrir un four ultra perfectionné qui m'a permis de réussir énormément de plats. Donc nous attachons un goût particulier au goût. Mais en même temps capable de s'adapter aux problèmes de rapidité. Vous avez vu qu'aujourd'hui j'avais 1 heure pour faire à manger et tout. Là oui, il m'arrive de sortir des surgelés. Mais quand même de cuisiner. Mais bon, après je pense que ça n'a pas forcément... Mais instinctivement, est-ce qu'il y a des nourritures... Bon, par exemple, tout à l'heure vous parliez bon, par exemple, je vais demander si vous aviez des fruits, par exemple. Bon, j'ai des fruits pour mon fils, des pommes. Mais vous n'êtes pas très fruits apparemment. Si, mais simplement vous arrivez à une période où nous sommes partis à un bon moment. Ah oui, c'est vrai. Donc je n'ai pas rempli. Mais il y a beaucoup de fruits et légumes. Oui, il y a une dualité entre les fruits, les choses fraîches et puis les choses qui sont un petit peu comme le pain, comme les gâteaux, etc. Il y a aussi des choses qui sont un petit peu des choses qu'on emploie, par exemple qu'on trouve dans les bateaux, quand les gens partent en bateau, quand ils partaient autrefois dans les bateaux, alors ils avaient des fruits secs. Ils n'avaient pas des fruits frais, ils avaient des fruits secs. Est-ce que vous préférez manger des figues sèches ou des figues fraîches, par exemple? Ou est-ce que vous préférez manger une orange ou un jus d'orange? Nature, quoi. Comment? Le fruit dans sa plus pure nature. Voilà, dans sa nature originelle, c'est-à-dire effectivement, ou bien quelque chose qui est plutôt travaillé, trafiqué. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ces questions. C'est pas un rapport avec le signe en lui-même, c'est quand même un rapport avec ta maison d'alimentation, avec le reste du thème. Oui, mais on pourrait déjà essayer de faire un effort au niveau du signe de base. Après, on va pouvoir moduler. Par exemple, imaginons par exemple que moi je trouve que par exemple vous êtes sagittarienne au niveau de votre logement, mais pas au niveau de votre nourriture. Je dirais, bon, il faudrait voir s'il n'y a pas des éléments qui viennent corriger le côté sagittaire, par exemple. Mais à ce moment-là, la question qui se posera, c'est est-ce que moi, Lisiane, je dois essayer d'être plus sagittarienne, ou est-ce que je dois assumer le fait que je suis une sagittarienne qui est spéciale? Et on retombe dans le problème de tout à l'heure, c'est-à-dire la norme. Est-ce qu'on doit se... Alors, premièrement, est-ce que l'astrologie explique pourquoi on n'est pas tout à fait typique? C'est une question, c'est pas évident. On peut pas même avoir été influencé par sa maman ou par quelqu'un qui est d'un autre signe et qui fait qu'on est comme ça, mais qu'on n'est pas fondamentalement comme ça. Le dilemme, c'est de savoir s'il faut mettre nos différences sur d'autres personnes qui peuvent interférer avec nous, ou bien si c'est des choses qui sont directement liées à notre propre structure mentale personnelle. Mais c'est sur ça, le rôle de l'autre est souvent un petit peu squeezé en astrologie. C'est-à-dire que les autres... on préfère expliquer quelque chose, non pas par l'autre, mais par quelque chose qui est en nous, déjà, qui est déjà dans notre thème. C'est comme si l'autre était déjà intégré dans notre... Alors d'ailleurs, c'est un vrai problème. Comme si l'autre était déjà intégré dans notre propre structure mentale. Voyez-vous ?
est-ce que c'est pas un défaut qu'il faudrait essayer de contrôler, comme si l'autre, parce que l'autre, en fin de compte, l'autre, c'est vous qui parliez d'égoïsme et l'autre, bon, L'égocentrisme. bon, est-ce que c'est pas plus raisonnable de dire que voilà, bon, ben, il y a des facteurs qui viennent interférer, des gens qui viennent interférer, mais que c'est pas notre structure qui a vocation à être dans l'interférence. Il y a des affinités. Si on se laisse influencer par l'autre, c'est qu'il y a une prédisposition. Par exemple, je parlais de la technologie de mon mari, oui. Verseau, mais c'est parce que je suis prédisposée, en ayant 2 planètes aussi en Verseau, dont la Lune et Mars, Oui. Je suis un peu plus prédisposée à accepter cette technologie. Vous avez peut-être constaté de l'autre côté que tout le haut est... Oui, on l'a regardé très rapidement. On l'avait pas Donc montré. il y a de la technologie, on ouvre le placard, c'est bourré de technologie. Bon, pas de télé, ça c'est autre chose, mais de technologie. Donc c'est grâce à mon Verseau que je peux vivre toute cette technologie. Oui. Mais parce que j'y suis aussi, de par mes planètes en Verseau, j'y suis ouverte aussi. Je pourrais être anti-ordinateur. Je connais des personnes, des femmes de mon âge, qui ne supportent pas l'informatique. Enfin, qui disent qu'Internet ça sert à rien. Moi, je trouve que c'est une porte fabuleuse sur le monde, mais bon, il y a des gens qui vous disent Internet, on trouve rien d'intéressant. Donc, le fait de vivre avec lui et qui m'influence soit sur mon alimentation ou sur ma vie correspond aussi à une affinité. Oui, sauf qu'il n'y a pas un contraste absolu entre le Sagittaire et le Verseau, par certains côtés, parce que c'est quand même 2 signes qui se rapprochent assez du solstice d'hiver, hein, de toute façon. L'un un peu avant, l'autre. Ils sont même en symétrie d'ailleurs. Par rapport Ils sont en sextile, oui. symétrie par rapport à l'axe solsticial. Donc, enfin, plus ou Pour moins. expliquer le Sagittaire et l'abondance, moi j'ai une autre explication que la vôtre, parce que le moment, c'est ce moment de l'année, c'est le moment où on a accumulé pendant toute l'année des récoltes, qu'on a fabriqué des conservations, qu'on a imaginé des moyens de conserver, voilà. Et c'est là qu'on va évaluer notre capacité à faire déborder les greniers et les caves pleines de ce qu'il faut pour passer. Oui, de ce qu'il faut, je suis d'accord, mais c'est des choses c'est ce qu'il faut, mais c'est mort. En tant que capitalisation, non. Non, mais je veux dire que c'est de la nature morte. C'est de la nature morte. Exploiter, récolter. Elle n'est plus la conserve, c'est typiquement un objet dont on perpétue en quelque sorte l'existence par-delà sa valeur, son échéance normale de vie en quelque sorte. De même que la viande, la charcuterie, c'est un produit qui est perpétué au-delà de sa période de consommation normale. Donc quelque chose là encore complètement artificiel. C'est une espèce de vampirisme. J'ai employé le mot vampire. C'est un monde, moi que j'appelle plutonien d'ailleurs, puisque comme vous le savez, fondamentalement, Pluton c'est la planète justement de toute cette période automnale et hivernale. Hein. C'est le monde infernal, c'est le monde de l'hiver en fait, par opposition à Proserpine Déméter qui est le monde de l'été. Donc on est dans un monde plutonien. Tous les 6 signes qui sont à partir entre l'équinoxe d'automne et l'équinoxe de printemps sont plutoniens sur ce plan-là. Je ne parle même pas sur le plan de la planète plutonienne, je parle sur le plan du dieu Pluton. Et effectivement, tout est un peu en miroir par rapport à l'été. L'électricité est en miroir par rapport au soleil, la nourriture qu'on mange est en miroir par rapport à l'autre nourriture. C'est pas la même nourriture, mais elle y ressemble. Hein. On est toujours dans la ressemblance, donc il faut bien comprendre. Donc ce mimétisme, il est quand même assez effrayant par certains côtés. C'est-à-dire qu'effectivement, on est tout le temps en train d'imiter quelque chose. C'est vrai que la vie en hiver, c'est l'imitation de la vie en été. C'est-à-dire que on essaie de vivre malgré tout à peu près, mais avec des trucs, avec des expédients qu'on ne trouve que. Voilà. Donc le recours aux expédients, aux objets, quels qu'ils soient, même à la limite. Je dis ça pourquoi ? Parce que moi je suis un militant complètement opposé à tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, je me sens pas du tout sagittaire, parce que par exemple moi je condamne même le livre, l'écriture, les machines, les techniques, donc je ne correspond pas du tout à mon signe d'une certaine manière. Voilà. Si on considère le signe comme étant marqué par ça, encore une fois. Mais là on n'est pas en train de parler de signe, on est en train de parler de 2 hémisphères. Et avant d'apparemment, vous êtes tout de suite en train de vous vocaliser. Avant, moi je me méfie toujours des gens qui, au lieu
au lieu d'aborder déjà les choses dans leurs grandes lignes, commence déjà à se focaliser sur des sous-divisions, sur des subdivisions. La subdivision, c'est déjà un problème à la limite, la subdivision, parce que ça veut dire qu'on va déjà décliner un concept, on va déjà lui donner des manifestations plus spécifiques, etc. C'est déjà un deuxième temps. Moi, je pense qu'avant de parler, d'ailleurs, toute cette discussion me permet de préparer le colloque de Rennes, qui a lieu dans 2 semaines, c'est-à-dire qu'effectivement, avant d'aborder la question des signes, abordons déjà les grandes dualités, que sont le masculin et le féminin, que sont l'hiver et l'été, et puis après, on pourra peut-être en rajouter. Autrement, on met la charrue devant les bœufs. Et on s'aperçoit souvent que, moi je crois quand même que, et en plus ça permet de vérifier ou de valider, déjà. Si déjà, au niveau des classements généraux, c'est pas très satisfaisant, c'est pas la peine d'entrer dans des subdivisions à l'infini. Il faudrait déjà qu'il y ait déjà un cap qui soit franchi au niveau global. Par exemple, vous êtes de quel signe, Louis? Je suis du signe du lion. Vous êtes du signe du lion. Bon, alors, par exemple, est-ce que vous êtes... on va voir d'après mon système si vous êtes un vrai lion ou pas. Alors, il y a 2 théories là-dessus. Soit l'astrologie fonctionne quand même, et le lion ça existe, mais vous avez des éléments dans votre thème qui ne correspondent pas. Soit c'est l'astrologie elle-même qui ne fonctionne pas à ce niveau-là, et donc c'est même pas la peine de chercher dans le train. C'est ça le problème, c'est qu'il y a une porte de sortie, vous comprenez. C'est ce qui me gêne un petit peu en astrologie, c'est qu'il y a une porte de sortie. Parce que par exemple, on va prendre le cas de Louis Mazir. Alors, donc il est lion. Bon, alors 2 cas de figure. Soit il n'est pas typiquement lion. Alors, s'il n'est pas typiquement lion, 2 explications. Soit il a des éléments dans son thème qui modifient son caractère lion, soit cette classification n'est pas valable. Et généralement, la deuxième possibilité est évacuée. C'est-à-dire qu'on dit, non, bon, le lion ça existe, mais il y a des choses qui viennent corriger. Alors, c'est intéressant parce qu'en fin de compte, ça permet de sauvegarder indéfiniment des classifications qui ne sont pas valables, puisque quand on tombe sur un truc qui ne marche pas, on dit, oui, mais c'est corrigé par autre chose. Vous voyez bien le danger, vous êtes un homme intelligent, vous voyez bien le danger que ça représente. Oui, ces signes servent à désigner, à décrire un archétype et pas une personne. Après, on reconstitue, on fait une simulation de description de la personne en introduisant tous ces paramètres dont l'archétype, mais pas celui-ci. Les archétypes sont en interaction, surtout avec l'interaction de l'archétype de la Lune, qui parfois accentue l'archétype ou rend exprimable l'archétype du soleil, ou parfois qu'il l'atténue au point tel que ça se manifeste beaucoup moins chez la personne, et quand on est un observateur phénoménologique de la personne, on ne va pas pouvoir définir, mais là nous sommes en train de mettre en confrontation des façons de penser tellement différentes entre vous et moi, parce qu'on ne mercurise pas de la même façon tous les deux. Et il faudrait... Voilà, c'est ça, parce que c'est extrêmement complexe, et c'est dommage parce que parfois ça déclenche des gens qui se contredisent, alors que c'est que des différences de fonctionnalité. Non, moi je parlais du problème de la méthodologie. Vous êtes bien d'accord que quand on veut valider quelque chose, si on veut valider une classification, puisque c'est vous-même qui nous avez introduit dans le monde des classifications, hein, donc, vous nous avez introduit dans ce monde des classifications, donc vous avez posé le problème. Je classifie pas les hommes, je classifie les archétypes. Oui. Ce sont des quand vous nous décrivez tout à l'heure les personnages. Les archétypes comme ceci. Les personnages que vous avez décrits, c'est des déterminant la déesse des amours dans le signe du lion, par exemple, on pourra dire, bah tiens, sa façon d'aimer sera plutôt dans cette. Ça permettra de déterminer des... Non, mais les archétypes, ils sont pas forcément... Il faut les valider, ils ne sont pas forcément justes, les archétypes. On n'a pas forcément une science incluse des archétypes. Il y a des archétypes qui sont complètement déformés, qui sont déviés, et je crains que les archétypes zodiacaux ne soient pas forcément les archétypes les plus purs. On fasse l'étude, la liste et les comparaisons des différents... Les archétypes zodiacaux, ils sont frelatés. Dès qu'on commence à parler d'archétypes, ne serait-ce que quand je donne mon premier cours d'astrologie sur les 12 signes du zodiaque, et tout de suite les gens ils regardent le thème de leur famille, dès que je parle d'un signe, ah bah oui tiens, je reconnais... Ils veulent, et en fait, ils s'arrêtent tout de suite au soleil, donc le fameux archétype, je suis Sagittaire, je suis Lion et tout. Et moi, je dis tout de suite, attention, c'est pas ça. Considérons ces archétypes comme des comportements,
Et c'est uniquement quand une planète sera dans ce signe-là qu'on pourra déterminer ce comportement. Est-ce qu'il est psychologique? Est-ce qu'il est amoureux? Est-ce qu'il est alimentaire? Est-ce que ce comportement-là, on l'oriente plus sur tel ou tel domaine de notre Oui, mais vous partez du principe, qui à mon avis, c'est une approche qui est très féminine, vous partez du principe que les choses sont déjà là, sont déjà en place. Les archétypes sont là, il faut les utiliser. Moi, j'ai une approche différente. Je me dis d'où viennent ces archétypes et quelle est leur valeur. Vous partez de... La femme entre dans un monde qui est déjà là. Moi, j'appelle ça comme ça. Elle arrive dans un monde, il est déjà installé, elle essaie de le comprendre, elle essaie de l'utiliser comme il faut, et elle ne se pose pas forcément énormément de questions sur le pourquoi et le comment de ce monde qui est là. Donc, vous avez vos archétypes, bon, très bien. Bon, ben, ils sont là, on va les utiliser au mieux. Mais vous faites l'impasse totalement sur la question de savoir si ces archétypes sont véritablement valables. C'est comme le tarot, ce qu'on disait tout à l'heure, avec le tarot. Non mais, je veux dire que, parce qu'à partir du moment où vous partez de choses qui ne sont... Alors, évidemment, comme on dit tout à l'heure, si effectivement vous êtes un langage, ça, mais je veux dire que malgré tout, on ne peut pas qualifier d'archétype comme ça impunément, n'importe quoi, en disant, de toute façon, on verra bien. Parce qu'une fois que vous avez accepté l'idée que l'archétype existait et était valable, après c'est fini. Après, il va être enclenché dans tout un ensemble de facteurs et vous aurez plus aucun contrôle sur ce que vous faites. Vous comprenez? Ça va être combiné par autre chose. Alors, c'est évident que vous prenez une série d'archétypes complètement nuls. Si vous avez décidé de les combiner entre eux, de toute manière, vous y arriverez. Parce que justement, c'est une chose que je disais déjà il y a 30 ans, dans des réunions, je disais, plus on utilise de mauvais archétypes, plus on va être amené à les combiner. Hein? C'est ça le problème. Parce que justement, parce que comme vous ne les retrouverez jamais à l'état pur, parce qu'ils sont faux, vous allez vouloir dire, ah ben oui, ils sont faux, mais attention, si on combine l'archétype 1 et 3 et 5, ça devient vrai. Ça s'applique bien. Voyez-vous, donc c'est une espèce de... Ce qui me dérange, c'est que vos archétypes, d'accord, les 12 signes, mais ça voudrait Non, dire mais moi, j'ai que- pas dit, je ne suis pas en train de défendre... Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Je ne suis pas en train de défendre les 12 signes. Non, mais... Je suis en train de me poser la question de savoir si ces archétypes, sont des archétypes valables. Je ne suis pas en train de les défendre. Pour l'instant, il y a des petites rectifications à faire par rapport à certains auteurs, parce qu'après, il y a des gens qui ont traduit. Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses à rectifier. Oui. Si tant est qu'on reste dans... Non, mais si vous voulez, c'est un peu comme des gens qui achèteraient une voiture et qui, ne connaissant pas bien la mécanique, ne seraient pas capables de vérifier si le moteur marche bien, mais ils la prennent et puis ils verront bien. Ça roule. Voilà, ça roule jusqu'à un certain moment et pendant un certain temps. Mais le principe, en tout cas, on parlait de la prévoyance. Le principe de la prévoyance, c'est justement de vérifier très en amont, en disant, moi, je ne suis pas d'accord pour utiliser un truc qui n'est pas valable structurellement, même si après on peut l'appliquer, le combiner, etc. Bon, mais effectivement, alors Monsieur Mazur, lui, il est plus masculin, parce que moi, je travaille beaucoup sur le masculin et le féminin. Lui, on voit tout de suite qu'il se situe dans une perspective masculine quand il nous propose de revenir aux archétypes, de venir aux classifications, d'arriver aux statistiques, mais il n'est pas assez, et c'est pour ça que moi, c'est là que j'interviens, moi, en tant que stopper, je dis, il faudrait renforcer ce pôle-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas, quelque part, son côté masculin, n'est pas assez puissant. C'est-à-dire qu'il ne va pas jusqu'au bout. Il a une tendance masculine qui se maintient, mais elle n'est pas. Il faudrait la tonifier et la rendre encore plus, aller au-delà. Parce qu'en fait, dans ce qu'il dit, moi, ce que je dis, je fais une surenchère par rapport à ce qu'il dit, mais je vais exactement dans le même sens que lui. Sauf qu'il ne va pas assez loin en amont. Il reste dans une sorte de situation intermédiaire. Et en situation intermédiaire, finalement, la situation intermédiaire, ça vaut ce que ça vaut. Mais, et inversement, il ne s'agit pas de faire que les gens deviennent autre chose que ce qu'ils sont. Il s'agit qu'ils assument pleinement ce qu'ils sont faits pour être. Mais ce n'est pas en les dispersant dans toutes sortes de directions, c'est en les recentrant. C'est là la différence. Vous avez tendance à vous dire non, on ne va pas recentrer la personne, quelqu'un qui est Verseau, on ne va pas lui dire sois plus Verseau. On va lui dire, t'as un peu de Vierge, t'as un peu de Scorpion, assume ton Vierge et Scorpion, tu vas pas... Et donc et à ce moment-là, on tombe dans une problématique assez compliquée, qui est celle que le thème astral devient la norme. C'est-à-dire que c'est une norme, alors une sorte d'expression presque monstrueuse, une norme individuelle, qui n'existe pas. Qu'est-ce que c'est qu'une norme individuelle? Une norme qui vaudrait que pour la personne elle-même, pour elle toute seule.
bon, à ce moment-là, on est complètement aux antipodes et de la thérapie, et de la médecine, et de tout ce qui fait qu'on aide la personne. À ce moment-là, on se pose la question de ça. Alors c'est pour ça que, effectivement, en vous écoutant, je crois qu'il y a une distinction entre le voyant et le médecin. Le médecin au sens le plus large possible. Le médecin, il va rétablir la personne, la restaurer dans une sorte de recommencement, c'est-à-dire dans un état initial, en quelque sorte. Et donc il va élaguer et stopper tout ce qui pourrait avoir perturbé le système. Et le voyant, lui, il décrit les choses telles qu'elles sont devenues. Et il les considère comme étant... Alors, c'est là qu'il y a une ambiguïté, parce que je trouve tout à fait normal qu'un astrologue commence à dire, par exemple, il va vous arriver ceci ou cela, ou vous allez devenir comme ceci ou comme cela. Ça me paraît bien. C'est-à-dire que la personne qui se situe en disant, voilà, vous avez un archétype ou je sais pas quoi comme ça, mais il y a telle et telle chose qui va se présenter qui va perturber votre système. Alors c'est parfait. Donc tant que la personne reste au stade de parler de choses qui pourraient venir perturber le système, là c'est très bien. Par contre, quand on commence à dire, quand on commence à jouer, on bascule dans l'autre cas, c'est-à-dire qu'on passe de l'autre côté de la barrière en disant, mais non, finalement, c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu de se spécialiser en disant, moi je prévois des perturbations, on commence à dire, non, moi j'utilise des systèmes qui intègrent les perturbations et qui même les considèrent comme nécessaires au processus même du thème natal, etc. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et moi je dis, sérions les problèmes. Qu'il y ait des astrologues qui se situent dans un processus de normalisation, d'archétypisation, de classification, et qu'il y ait effectivement avec eux, en face d'eux, des gens qui leur disent attention, dans tel et tel cas, il peut y avoir une perturbation du système. Il faut considérer les choses en phénoménologue. Eh ben justement. Lorsque on est dans l'informatique et grâce à l'informatique maintenant on peut s'en servir d'analogie ou utiliser des démarches informatiques comme des comparaisons intéressantes, des métaphores intéressantes. Lorsque quelqu'un qui est capable de créer des logiciels, de fabriquer des logiciels, il peut aussi utiliser les logiciels d'un autre concepteur de logiciels et éventuellement le critiquer ou l'analyser d'abord. Il en fait l'analyse et après il va peut-être éventuellement à la suite de son analyse voir des choses qui fonctionnent pas bien, qui seraient améliorées dans ce... Bon, lorsqu'on est devant une personne, c'est la même démarche mais infiniment plus complexe encore que l'astrologie. Mais pour aller explorer cette personne, il faut se donner un bagage conceptuel et le vocabulaire convenable correspondant au bagage conceptuel. Et là naît les difficultés parce qu'on arrive dans la finesse et là nos différences de Mercure viennent gêner considérablement nos échanges sur ces domaines très fins et très subtils. Alors on peut faire une démarche personnelle avancée, mais c'est aussi une autre difficulté de partager les résultats de sa démarche personnelle avec d'autres qui ne fonctionnent pas mentalement de la même façon. Sauf qu'on n'est pas obligé d'accepter votre théorie des Mercure. Moi je vous dis tout de suite, je n'accepte pas cette théorie. Il ne faut pas l'accepter ou la refuser, il faut la constater soi-même. Ah oui, mais attendez, à ce moment-là, il faut revérifier tout ce que vous dites. Moi, personnellement, mais c'est à faire, mais bien sûr. Non, mais attendez, moi je vous dis, cette théorie mercurienne, des mercures dans tel et tel signe, pour moi, c'est à revérifier. Donc vous m'impliquez dans un raisonnement que je ne suis pas obligé de suivre parce que je n'accepte pas ce genre de choses. Non, mais c'est pas parce que j'ai Mercure. C'est pas parce que j'ai Mercure à tel et tel endroit, c'est que c'est le principe même de ce Mercure. Il est rétrograde en ce moment. Non, mais moi ce que je propose simplement c'est une conception, parce que finalement ce qu'on a dit avec Lisiane, c'est que il y avait différents strates, différents métiers à la limite, entre le métier d'astronome, le métier d'astrologue, le métier de tarologue, c'est pas le même métier mais ils se complètent. Moi je suis pour une complémentarité. Et moi je suis contre cette complémentarité, c'est exactement ce que je souhaite. Je ne suis pas en train du tout de dénigrer le rôle du tarologue et même celui d'un certain type d'astrologie. Pas du tout. Je suis en train de dire que chacun doit rester dans son champ. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger les champs. Il ne faut pas mélanger l'hiver et l'été. Il ne faut pas mélanger ceux qui ont... Et vous savez,
depuis Montesquieu, il faut pas on mélange pas les pouvoirs, hein, on mélange pas le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, etc. Bon, il faut pas tout mélanger. Donc chacun, il y a le pouvoir législatif, le pouvoir, bon, là, donc il y a différents pouvoirs, il faut pas les mélanger. Et il faut les coordonner. Moi, je dis qu'il faut les mélanger. Exactement. Alors, voyez-vous, voilà. Donc, voilà, vous m'apportez dans un moulin. Il y a ce qu'il faut dans mon thème pour que j'en conclue ça, et il y a ce qu'il faut aussi dans votre thème pour que vous en conclusiez. Donc, on est en face de deux phénomènes, oui. Et nos thèmes astrologiques vont pouvoir nous donner des explications de la manifestation de ces deux phénomènes, celui qui se passe dans mon champ de conscience. Sauf que, cher ami, moi je vais vous sortir un joker qui va peut-être pas vous plaire, c'est le problème du masculin et du féminin. Et jusqu'à preuve du contraire, vous êtes un homme et moi aussi. Et donc par conséquent, on ne devrait pas être opposé au sens où vous le dites, cher ami. Opposé, oui. Trouver une familiarité entre nous deux parce qu'il y a nous avons le masculin. Et si vous aviez écouté ce que je disais il y a quelques minutes à Lisiane, je disais que c'est votre pôle masculin qui n'est pas assez fort. Ah oui. Qui n'est pas assez fort. Bon, chez moi, il est apparemment plus fort. Ouais. C'est-à-dire que je suis plus rigoureux par rapport à cette démarche. Vous l'êtes, parce que vous l'êtes beaucoup plus que, par exemple, ce que vous dites par rapport à moi peut paraître un petit peu en deçà, mais par rapport à d'autres astrologues femmes, c'est au-delà. Ah. Donc vous vous trouvez dans une sorte de situation intermédiaire. Vous êtes intermédiaire entre moi et Lisiane. Donc, non, vous êtes dans une situation hybride. Non, vous êtes en hybridité là. Vous êtes en hybridité. Et c'est votre problème, c'est l'hybridité. C'est-à-dire quel est votre problème, c'est que quand je parle avec vous, j'ai ce problème. À certains moments, je me dis, je suis en phase avec lui. C'est-à-dire qu'effectivement, il a un mode de raisonnement que j'appelle masculin, c'est-à-dire conceptuel, recherche des archétypes, etc. Mais la différence entre nous, c'est d'abord, vous acceptez pour argent comptant des choses qui ne sont pas forcément acceptables. J'ai découvert moi-même. Non, mais d'accord, mais enfin, malgré tout, il y a des choses que vous acceptez parce que, et ça c'est un argument hyper féminin, parce que ça marche. Et à partir du moment où vous utilisez l'argument parce que ça marche, vous sortez de l'argumentation masculine. C'est un argument qui est interdit au niveau du masculin. D'accord, ça je découvre. C'est un argument qui est interdit parce que c'est un mode de fonctionnement, un mode de validation qui appartient à une toute autre logique qui d'ailleurs on voit ce que ça donne en pratique. Et vous permettez, Louis Mazuir, vous vous permettez de recourir à une rhétorique féminine qui vient en quelque sorte parasiter votre discours masculin. Je suis content de ma polyvalence là. Ah bah écoutez, ça vous l'avez assumé. Pour rebondir à ce que vous dites là, j'enseigne quand même l'astrologie à des hommes aussi, beaucoup de femmes certes, mais aussi à des hommes. Mais quels hommes? Toute la question est là. Et des hommes qui sont dans des métiers très scientifiques, très... Oui. Des médecins, Eh bien, il faut, et à mon avis, il y a quand même une faille. Il y a une faille. Et c'est à eux, peut-être qu'il faudrait poser les questions. Justement, il y a une faille. Je pense qu'on peut découvrir des failles. Ouais. Vous savez, nous vivons dans un monde où les valeurs masculines et féminines sont tellement brassées, tellement mélangées, qu'il est très facile de se trouver parasité par un facteur extérieur, par des argumentations extérieures, qui viennent en quelque sorte brider et hybrider notre démarche. Donc là, quand quelqu'un, par exemple, développe une théorie qui ne va pas jusqu'au bout, mais qui va compenser son manque théorique par des arguments qui appartiennent à un autre type de logique, ça ne va pas, vous comprenez? Ou bien vous devez vous en tenir complètement, ou bien vous jouez complètement une carte, mais si à un moment donné, vous savez, c'est comme des gens, moi j'en ai vu beaucoup, des gens qui vous expliquent un certain système jusqu'à un certain point, et puis à un moment donné, de toute façon, placés au pied du mur, ils disent « mais de toute façon, écoutez, ça marche hein ». Et à ce moment-là, ça gâche tout, parce que ça ne veut plus rien dire. Évidemment que ça marche, mais on sait très bien que le monde du « ça marche » ne fait sens qu'à condition que... moi, je vais dire une chose qui va peut-être pas vous plaire, le monde féminin ne fonctionne qu'à condition que le monde masculin fonctionne. C'est-à-dire que il faut déjà... ça présuppose d'ailleurs... C'est-à-dire le monde féminin présuppose que le monde masculin fonctionne, présuppose que en haut lieu, en quelque sorte, si on peut dire, les choses ont été complètement... Et d'ailleurs, la crise actuelle, c'est bien ça.
La crise actuelle, c'est qu'on a présupposé que certaines choses étaient bien contrôlées, etc., et qu'on les a appliquées comme ça. Et justement, souvent, on s'aperçoit que finalement, les gens à qui on a fait confiance, on a présupposé... Alors, les femmes présupposent que les hommes ont fait leur travail, présupposent que les archétypes sont bien validés, sont bien corrigés, sont bien purifiés, etc., mais s'ils n'ont pas fait ce travail en amont, ben tant pis, ça suit son cours. Pour le pire comme pour le meilleur d'ailleurs, ça suit son cours. Donc effectivement, pour revenir à vos élèves, on peut probablement penser que si ces gens-là, ces hommes, quel que soit le domaine où ils sont, parce que dans tous les domaines, il y a des gens qui réussissent plus ou moins bien, qui sont plus ou moins brillants, qui sont plus ou moins intéressants. Donc c'est pas, on peut très bien être dans un domaine et ne pas être hyper performant, etc. Ces gens-là, s'ils n'ont pas été rebutés par, justement, ça va peut-être pas vous dire ce que je veux dire, par, justement, la façon féminine de présenter l'astrologie. S'ils n'ont pas trouvé qu'il manquait quelque chose à cette façon de présenter l'astrologie, s'ils n'ont pas éprouvé qu'il y avait quelque chose qui faisait défaut quelque part, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème qui est... Alors il faudrait à ce moment-là psychanalyser ce problème, comprendre pourquoi il y a une démission, pourquoi il y a une espèce de perte de revendication à ce niveau-là, pourquoi il y a un découragement par rapport à ce niveau-là, etc. On peut étudier ça, tout à fait. L'astrologie est révélatrice. Pour moi, l'astrologie est révélatrice de ce genre de problématiques. C'est-à-dire que comment les gens se comportent par rapport à l'astrologie, ça nous en dit long sur la façon dont les gens ont assumé plus ou moins bien leurs archétypes. N'oublions pas, mon cher Mazuir, que l'archétype principal dont nous sommes porteurs, jusqu'à preuve du contraire, c'est le fait que nous soyons des hommes ou des femmes. C'est l'archétype fondamental. Tous les autres archétypes sont... Je n'ai pas bien compris ce que vous dites, féminin et masculin. Ces concepts, mais je vais y réfléchir, peut-être que je comprendrai, c'est ma lenteur de comparaison qui fait le phénomène, mais je crois pas... vous savez, c'est facile à comprendre. Vous n'avez qu'à prendre... Non, mais ça, on peut en parler. Tel que vous en parlez. Oui, non, mais on peut en parler au moins, d'ailleurs, j'ai écrit longuement là-dessus. Mais enfin, en tout cas, au moins là, votre réaction est masculine, voyez-vous. Votre réaction est masculine. Vous êtes en train de vous repositionner sur le plan masculin en disant, et oui, et vous avez raison, un homme est là en disant, j'ai pas très bien compris. De même que moi, j'ai pas très bien compris ce que vous me disiez quand on parlait des 12 signes zodiacaux. Parce que je ne sais pas d'où ça sort. C'est pas que j'ai pas compris, mais on se dit d'où ça sort. Et un homme digne de ce nom... d'un constat, ça, sur ce que je dis. Non, un constat, mais là encore, vous nous bassinez avec une rhétorique féminine. Il n'y a pas de constat. On ne peut pas parler de constat. Le constat, c'est l'application. C'est quand une théorie, un système, un modèle, on le transmet en disant, voilà, maintenant, vous appliquez ce modèle et vous en tirez le meilleur. Il ne s'agit même pas de savoir s'il est vrai ou faux. La femme est capable d'utiliser ce qu'on lui donne et d'en tirer le meilleur et de l'appliquer au mieux. Mais c'est tout. Comme on dit, il ne faut pas lui demander plus que ce qu'elle peut donner. Une fois que vous avez donné le feu vert, c'est comme à l'armée. Hein, à l'armée, le général décide un truc et puis après, ça suit son cours. Hein, on suit son cours. Il a dit ça, on exécute et on en fait... voilà. Et même, pendant n'importe quelle guerre, le sergent, il fait au mieux sur le terrain avec ce qu'on lui a dit. Voilà, vous avez des ordres, voilà, vous faites, etc. Il applique. Mais ça, on sait très bien, tout théoricien sait très bien qu'à un moment donné, il doit laisser la place à des gens qui vont sur le terrain appliquer. Mais c'est pas à lui de le faire. Mais justement, là, c'est l'archétype. Il faut mieux définir la notion d'archétype avant de continuer cette réflexion-là, parce que là aussi, il y a une phénoménologie. Et on ne va pas déterminer des paramètres astro comme des choses immuables qu'il faut diviniser éventuellement. Il y a simplement des tendances inconscientes qui viennent des données qui préexistent l'apparition consciente des choses telles que Jung les a décrits. C'est en prenant conscience en prenant connaissance des définitions de Jung dans ce domaine-là que j'utilise l'archétype. Et il me semble qu'on n'utilise peut-être pas l'un et l'autre la même notion, la même compréhension du féminin et du masculin, et aussi la même compréhension de l'archétype. C'est pas sûr que... Et là, moi, ça me fait beaucoup réfléchir, et je vais continuer à réfléchir et peut-être progresser dans ce domaine-là.
comment aller comprendre cette opposition de démarche que vous décrivez par masculin-féminin, mais... non, mais de toute façon, je vais vous dire une chose, mon cher Mathieu, à partir du moment où vous parlez, il y a une chose que j'aurais dû vous dire déjà il y a 1 heure, à partir du moment où vous parlez des 12 signes, et d'ailleurs vous vous souvenez qu'on en a parlé hier, à partir du moment où on parle des 12 signes, c'est déjà une volonté d'esquiver le rapport masculin-féminin. On en a dit hier, on a dit, d'ailleurs c'était la discussion qu'on a eu tout à l'heure, qu'on avait amorcée, c'est qu'effectivement, une des premières motivations, vous savez, les gens viennent à l'astrologie pour 2 raisons. Soit parce qu'on n'en parle pas, c'est comme quand vous allez dans un endroit, vous y allez parce qu'on ne parle pas de certaines choses qui vous déplaisent, qui vous chiffonnent, qui vous fâchent. Bon. Donc, alors, il y a des choses qui font que les gens viennent à... C'est ce que, comme pour revenir à l'expression de notre amie Elisabeth Tessier, il y a le rejet et la fascination pour l'astrologie. Il y a des choses qu'on rejette et des choses qui nous fascinent. Ce qui nous fascine, c'est par exemple le fait qu'on ne parle pas de certaines choses. Et notamment que la question du masculin et féminin soit dépassée par la question, par exemple, des typologies zodiacales ou planétaires. Et pour quelqu'un qui a du mal à vivre dans la dualité masculin-féminin, le monde zodiacal est un monde qui est extrêmement reposant, puisque justement cette problématique duelle est évacuée et dépassée. Et donc finalement, vous-même, déjà, votre fascination pour les 12 signes est déjà, quelque part, pour moi, qui fait de la psychanalyse astrologique ou la psychanalyse d'astrologue, c'est déjà un signal d'alarme, si vous voulez, quelque part. Cette prédilection à parler des 12 signes, c'est déjà le refus, quelque part, d'une autre dualité. C'est-à-dire que c'est un truc qui cache une autre chose, c'est un truc qui cache autre chose. Alors, l'autre problème, c'est, pour pas revenir à ces fameux hommes qui fréquentent les groupes d'astrologie, normalement, l'astrologie provoque des rejets. Alors, elle provoque des rejets par ce dont elle ne parle pas, justement. Elle attire certaines personnes parce qu'elle ne parle pas de certaines choses qui les énervent, et elle provoque des rejets parce qu'elle ne parle pas de certaines choses dont il faudrait parler. Donc en fin de compte, elle ne parle pas de certaines choses dont il faudrait parler, et donc on la laisse de côté. Elle laisse de côté, ou elle considère comme acquis des choses qui ne sont pas du tout acquises, ou sur lesquelles on ne revient pas. Et d'autre part, elle ne parle pas de certaines choses dont on préfère qu'on ne parle pas. Ça explique, déjà, avec ces 2 concepts-là, vous expliquez 80% des gens qui viennent ou qui ne viennent pas à l'astrologie. Si on me demande la différence entre masculin et féminin, moi je sais la situer au niveau de l'allocentrisme et de l'égocentrisme. C'est le seul domaine, pour l'instant, où je peux comprendre une différence. Oui. Alors, il faut le définir, l'allocentrisme et l'égocentrisme. Alors, j'ai une petite image là pour l'égocentrisme, mais j'ai pas d'image. Oui, vous êtes intéressant parce que vous avez un système et vous voulez nous référer à ce système. Égocentrisme. Non, mais c'est normal, je veux dire que ça fait partie de... Il y a peut-être d'autres systèmes, mais pour l'instant, moi je n'en suis pas là. Parce que j'y réfléchis depuis des années, parce qu'il y a beaucoup d'années. C'est normal que vous essayez. Alors, expliquez-nous comment vous... Les dames du féminin. Et là, justement, j'ai compris petit à petit la différence entre l'égocentrisme et l'allocentrisme. Et notamment, lorsque on voit une femme devant un plan, ou devant une carte, on s'aperçoit qu'il y a des femmes qui arrivent mieux que certains hommes, d'ailleurs, à se débrouiller une meilleure vision d'une carte ou d'un plan. Mais la générale, on peut le dire statistiquement, les femmes ont plutôt tendance à avoir des difficultés avec vos impressions, avec la capacité de sortir de soi pour voir les choses d'au-dessus. Alors là, tant qu'on est dans un plan et une géographie, c'est concret, c'est anecdotique, c'est matériel. Mais on peut se servir de ça comme analogie au mental. Et on peut s'apercevoir, cette analogie va nous permettre de comprendre que certaines personnes peuvent sortir de leur propre idée, de leur propre mode de pensée, pour penser comme un autre point, c'est-à-dire une autre personne, qui est fabriquée de telle et telle façon ou conditionnée par des archétypes. Et là, on peut s'élever au-dessus du champ de conscience du sien, d'ailleurs, pour aussi mieux s'analyser, mieux s'autocritiquer, mieux se corriger progressivement, au lieu de voir que depuis soi, tout le temps. Alors, apparemment, les femmes aussi pourraient avoir tendance à avoir plus cette difficulté de sortir
d'elle-même pour aller superviser d'un point plus haut. Ça, c'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit, de toute façon. Sans vouloir son vous champ de contrarier, il y a conscience. quand même des femmes qui ont des tempéraments, et ça on le retrouve quand même avec la totalité du thème astral, il y a quand même des femmes qui sont plus masculines dans le comportement. Ah oui, mais alors là, oui, mais attendez, parce qu'on en a parlé hier, qu'est-ce que ça veut Donc après, c'est plus un comportement. Oui, mais que vraiment masculine, le moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors là, on parle des arts. On parlait par exemple d'une carte, moi j'ai un sens de l'orientation extrêmement important, Oui, mais et je lis voilà, une carte oui. comme un homme, Oui. voire mieux qu'un homme, alors qu'il y a Oui, d'autres copines, ouais. effectivement. Non, mais bon, ça c'est son Donc, problème d'avoir parlé voilà. des cartes. Mais d'une manière générale, il faudrait peut-être pas il faudrait peut-être pas commencer à parler du masculin et du féminin sans l'avoir défini. Ou alors on tombe dans des clichés, des lieux communs, on n'en sort pas. Non, mais je veux dire que c'est ce problème qui s'est posé hier. Il faut tout définir, autrement on tourne en rond. Oui, c'est ça. Et ça, c'est la définition, c'est une construction, c'est une élaboration mentale, et nos élaborations mentales ne se font pas avec les mêmes processus. Non, mais Un moteur la diesel femme a fonctionne pas comme un moteur à essence. une femme a un tel besoin de faire que les choses soient déjà résolues, que souvent elle va plus vite que la musique. C'est-à-dire qu'effectivement, avant même que les choses... Par exemple, là, votre exemple est intéressant, Lisiane. C'est-à-dire qu'effectivement, on a... si vous voulez... Bon... Structurellement, si vous voulez, quelque part, la femme, elle arrive, elle est là pour compléter un processus qui est engagé. Hein. Bon, dans la procréation, on le voit, c'est-à-dire qu'elle prend quelque chose qui est déjà enclenché, et puis elle le mène à son terme, etc. Bon. Donc ça, c'est quelque chose qui est lié au mécanisme même. L'homme, il lui faut quelques secondes pour féconder une femme, et puis après, la femme, elle a 9 mois, ou un peu moins éventuellement, pour mener les choses à leur terme, et c'est un tout autre travail, qu'elle veut dire. Alors, effectivement, le travers qu'il faut corriger quand on est une femme, dont il faut se méfier, c'est de partir tellement du principe que ce qui est déjà en place fonctionne, que le langage en place fonctionne, que les représentations en place fonctionnent, qu'il n'y a plus qu'à les utiliser. Et elles ne veulent pas prendre la peine de se dire, mais attendez, je parle du masque féminin, oui, parce que quand j'étais petite, j'ai entendu parler du masque féminin, je sais qu'il y a des associations d'idées, mais c'est tout. Et souvent, malheureusement, elles appliquent des concepts et des notions qui sont extrêmement frustres, qui sont simplement habituelles, voilà. Alors des habitudes de pensée, des habitudes de langage, ça n'est pas... Donc le problème, c'est qu'il y a une impatience féminine qui est du genre, bon, on ne va pas passer des heures à revenir sur telle et telle chose. Mais justement, en disant ça, moi j'emploie un mot qui est un petit peu fort, que vous trouvez un peu fort, on est dans un processus castrateur. C'est-à-dire comme si on considérait que la fonction masculine, on n'en avait plus besoin. C'est-à-dire qu'on entre dans un monde où déjà, tout ce que les hommes pouvaient apporter au niveau des archétypes, des concepts, des langages, était déjà établi, qu'on pouvait leur dire au revoir monsieur, tout est fait, comme par exemple des femmes qui ont déjà été fécondées, on dit oh, ben, monsieur, maintenant vous avez fait votre travail, au revoir. Non, je suis désolé, il faut redonner la main, à la cyclicité, il y a un moment donné où il faut dire oui d'accord, bon, on a reçu, maintenant on vous redonne la main pour redéfinir les choses, on ne va pas continuer à fonctionner sur ce que vous nous avez donné il y a X temps, ou que vos ancêtres ont donné. Il faut être avec les hommes d'aujourd'hui. Les femmes sont souvent avec les hommes d'hier. L'autre jour, j'étais avec une conférence, une dame qui disait le meilleur bien d'un homme qui était mort il y a 50 ans, et que c'était son Dieu. Mais c'est bien d'idolâtrer des hommes qui ont vécu il y a 50 ans, mais si c'est pour ignorer, et c'est d'ailleurs son problème, pour ignorer les hommes d'aujourd'hui, il y a un problème. Donc il faudrait quand même se dire, mais est-ce que les hommes aujourd'hui ont quelque chose à nous dire là-dessus ? Est-ce que les hommes d'aujourd'hui ont des choses à nous dire sur les archétypes, sur les concepts, sur les définitions ? Ou est-ce que je vais continuer à utiliser des définitions et des notions qui étaient déjà en place quand j'avais 50 ans de moins, ou 30 ans de moins, je veux dire, voyez-vous. Or, dans le domaine du féminin masculin, je peux vous assurer qu'entre le discours du commun des mortels sur le masculin féminin aujourd'hui, au niveau de ce qui est masculin et féminin, un siècle avant, on disait exactement la même chose. Hein, donc ça n'a pas été retravaillé. C'est avec l'image. Je ne parle pas de l'image de la femme et de la mode. Je parle au niveau de la signification sémantique, masculin-féminin. Comme si on savait aujourd'hui ce que c'est. Oh, il faut redéfinir les choses. Et donc vous avez, Michel Mazur, Louis Mazur, vous êtes quand même fondamentalement, on le voit bien à beaucoup de ce que vous dites, vous êtes très masculin, mais c'est un masculin qu'il faut un petit peu reconstruire, qu'il faut un petit peu renforcer. Mais pour conclure, parce que je crois qu'on va peut-être mettre fin, enfin, moi je ne suis pas pressé, mais je pense que quand même on a déjà dépassé un peu les dates qu'on a fixées.
on revient sur une note un peu plus sereine en disant, tout simplement, répartissons les rôles. Répartissons les rôles. Que chacun sache, c'est vrai dans le couple, par exemple, quand un astrologue doit conseiller au niveau du couple, ce serait quand même bon qu'il comprenne ce que c'est que le masculin et le féminin. C'est pas mal. Je veux dire, par-delà même la question de l'astrologie. Hein. C'est des notions qu'on peut quand même... Alors, croire qu'on va régler le problème par des questions de synastrie, alors que des questions fondamentales sur le masculin et le féminin ne sont pas résolues, alors qu'on voit visiblement qu'il y a un des deux partenaires qui visiblement a quelque chose au niveau du masculin et féminin qui ne fonctionne pas bien, et qui ne s'explique pas forcément d'ailleurs non plus par l'astrologie, entre parenthèses. Bon, et donc par conséquent, il faut revenir à des fondamentaux. C'est ça le débat sur le général et le particulier. Il y a des fondamentaux, et les fondamentaux, c'est le domaine du masculin. C'est aux hommes de gérer et de réguler et de préciser et de préciser les fondamentaux. Et leur responsabilité, c'est de le faire. Et s'ils ne le font pas, et c'est exactement ce qui s'est passé en astrologie, il y a une déficience, il y a une carence de la recherche des fondamentaux, il y a une carence masculine qui se paye à tous les niveaux. Et si l'astrologie aujourd'hui est en crise, au niveau de son vécu, au niveau de sa position sociale et intellectuelle et académique, c'est justement parce que, quelque part, la fonction masculine est complètement atrophiée. C'est-à-dire qu'elle est complètement refusée, elle ne fonctionne pas, et on fonctionne sur des registres masculins qui sont déjà hyper anciens, et c'est un monde où, je dirais presque un monde, on est dans un monde d'utopie féminine. C'est-à-dire que c'est un monde qui serait le monde idéal où il n'y a pas d'hommes, où les hommes auraient élaboré, en quelque sorte, dans un temps immémorial, un certain nombre de notions, ce seraient les anciens, les dieux, etc. Et puis maintenant, on n'en aurait plus besoin, et on n'aurait plus besoin que de gens qui appliquent intelligemment et sur le terrain et correctement ces fameux retours. C'est inacceptable. Il est évident que les hommes existent et qu'il faut les respecter. Il faut respecter les hommes d'aujourd'hui et pas idolâtrer les hommes d'hier. Et ça... Et depuis le développement du féminisme, on a tendance à voir une démarche féminine qui voudrait atténuer ces différences, cette discrimination que vous décrivez là. Et moi, en réfléchissant, je me dis que le tempérament, les caractères féminins, il est lié à l'histoire de l'humanité et des rôles qui ont été confiés aux femmes dès les grottes, dans la grotte, cette contingence de la procréation et qui fait que déjà matériellement elles sont obligées d'avoir des attitudes, elles ont été obligées d'avoir des attitudes particulières dans le quotidien parce qu'elles ont porté les enfants, parce qu'elles les ont protégés, parce qu'elles ne sont pas allées à la chasse, parce qu'elles ont partagé les rôles, elles ont fait peut-être de la cueillette, mais peut-être un peu moins. Et, il ne faudrait pas tomber dans le délire de la modernité. Les conditions humaines ont fait qu'il y a eu des différences d'apprentissage. Et ça s'est prolongé jusqu'à maintenant, et maintenant les femmes qui sont dans ce monde nouveau, ils ont plus besoin. Il y a un proverbe en français qui dit on ne peut pas être au four au moulin. Cette dualité, elle n'est pas... C'est pas une mauvaise chose, la dualité, mon vieux. Mais je dis pas que mais elle le considère. Non, mais c'est pas une mauvaise chose. À partir du moment où on considère que c'est une mauvaise chose, à partir du moment où on considère que l'humanité devrait être unidimensionnelle et qu'il ne devrait y avoir qu'un seul type androgyne, etc., c'est très grave de penser ça, parce que ça veut dire qu'on n'a pas compris que l'important c'est d'y on ne peut pas à la fois, et ça c'est d'ailleurs le drame de la plupart de nos collègues astrologues, on ne peut pas à la fois assurer quelqu'un qui ferait à la fois du théorique, enfin, c'est plus simple, c'est plus compliqué que ça. Mais je veux dire que il y a un temps pour certaines choses et pas pour d'autres, et il y a des situations qui exigent certains travail et pas un autre, et on ne peut pas prétendre faire les deux à la fois. On peut pas prétendre, alternativement, et encore alternativement, c'est plutôt qu'à certaines époques, la place est plutôt aux hommes, à d'autres époques, la place est plutôt aux femmes. C'est ça l'alternative. C'est la conjonction, pour revenir à la théorie des cycles, il y a des périodes où effectivement, l'important, c'est les valeurs masculines. L'important, c'est que les hommes assument complètement ce qu'ils sont censés assumer. Mais ça ne va pas durer indéfiniment. Et à un autre moment, quand la conjonction se défait, c'est-à-dire quand il y a une sorte de processus cyclique qui est en cours, à ce moment-là,
le rôle des femmes est de plus en plus important, jusqu'à ce que la conjonction se refasse, et qu'à ce moment-là, à nouveau, etc. L'astrologie nous parle justement de cette alternance du masculin et du féminin, l'alternance des fonctions masculines et féminines, et si on ne les a pas comprises, et si l'astrologue ne les a pas comprises, eh ben, il va avoir du mal à guider ses clients. Hein, puisque finalement, quelque part, la cyclicité même de l'astrologie fait appel à cette dualité, comme toute cyclicité d'ailleurs. Regardez par exemple, si vous prenez par exemple les élections présidentielles, aux États-Unis ou en France, s'il n'y a pas deux partis politiques qui sont construits, le système ne marche pas. Donc il faut à la fois le système, mais il faut aussi la population qui alterne à l'intérieur de ce système. Un système démocratique où il n'y a qu'un seul parti, ça veut dire quoi? Donc la dualité, elle est absolument indispensable pour faire fonctionner le système, pour faire fonctionner le cycle. Si on admet une alternance, il faut qu'il y ait deux populations qui puissent alterner. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc il faut respecter cette dualité. Et le rôle des astrologues, à mon avis, c'est d'aider, non pas à renforcer cette disparité et cette dispersion, etc., bien qu'à certains moments ce soit effectivement souhaitable, il y a un moment où le temps est pour dire, comme dit l'Ecclésiaste dans la Bible, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où la diversification, la multiplication des différences est souhaitable. Et il y a un temps où il faut au contraire réunir, renforcer, ressourcer, recentrer. Et ça, c'est la base même de la prévision astrologique. C'est-à-dire que c'est prévision politique, aussi bien au niveau politique qu'individuel. Si on n'a pas compris que cette dualité, effectivement, quand on prend un concept, par exemple, à un moment donné, il faut le repréciser, et à un autre moment, on va l'appliquer. On va l'appliquer de façon tellement diverse que le concept va disparaître. Si vous appliquez un même concept à 100 situations différentes, on va finir par ne plus savoir où est le concept. Il faut qu'à un moment donné, on dise oui, mais derrière ces 100 situations différentes, retrouvons le concept. Autrement, il va être complètement dilué, ce concept. Donc il faut les deux. Il faut les deux. Mais donc on organise à Rennes un colloque, vous êtes invité, mais enfin je ne pense pas que vous viendrez jusqu'à Rennes. Mais un colloque. L'occasion de me regarder sur. Voilà, c'est ça, exactement. Mais enfin, si tout le monde pense comme ça, on risque d'être très peu nombreux. Mais ne vous inquiétez pas, n'est-ce pas ça. Mais vous le regarderez effectivement. Mais pour terminer, je disais qu'il y a plusieurs professions, il y a plusieurs métiers. Effectivement. Moi, je trouve tout à fait normal. Tout à l'heure, on disait, si la personne, à un moment donné, quand on l'aide à se renforcer, maintenant elle cherche à comprendre pourquoi elle est devenue ce qu'elle est devenue. Qu'est-ce qui a pu la perturber dans son déroulement normal? Effectivement, ça peut être intéressant de demander à quelqu'un d'expliquer les perturbations que cette personne a pu subir. Mais pas pour la renforcer dans ce qui lui est arrivé, mais pour l'aider par ailleurs à se recentrer.